Notre inconscient, il peut nous bloquer sur des choses. Je donne souvent un exemple un peu caricatural. Je dis, je peux être général de l'armée israélienne, extrêmement courageux, avoir fait des choses incroyables, et avoir une phobie des mouches. Alors quoi, il n'est pas courageux. Il sait bien que les mouches, c'est pas dangereux. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Michael Larare, qui est psychiatre, psychanalyste et qui a sorti un livre, Les secrets de nos inconscients. Voilà, c'est tout nouveau. Le sous-titre, pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est La psychanalyse, un espoir pour comprendre nos sentiments et notre société. Il est sur le plateau. Bienvenue, Michael. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, ce livre, on va dire, c'est un peu une porte ouverte sur un monde qui est peut-être abscon pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, vous l'avez fait d'une façon très claire. On rentre dans votre monde facilement et on découvre aussi un peu le nôtre. C'est ça qui est charmant dans ce livre et surtout très intéressant. Vous avez mis du temps à l'écrire ? En fait, ça fait 20 ans que je travaille comme psychiatre. Et donc ça s'est construit dans ma tête depuis longtemps. Depuis longtemps, je me disais qu'il fallait ramener la psychanalyse au grand public, parce que la psychanalyse, elle avait été, à mon avis, beaucoup trop hermétique, culpabilisante, même prétentieuse. Et du coup, ça s'était écarté de la société pour des techniques de comportementalisme, de coaching. On était beaucoup plus dans, pas à chercher à comprendre ce qui nous arrive, mais comment on fait les choses. Et donc, je voulais ramener le sens, le pourquoi. Et en consultation avec mes patients, souvent, je leur explique des choses sur ce qui se passe en eux pour qu'ils comprennent et pour qu'après, ils puissent prendre les décisions s'ils veulent les prendre. Et je donnais aussi à l'époque des conférences à Paris aux étudiants en psychiatrie, en psychanalyse. Donc, je leur expliquais comment marchait l'inconscient. Et j'avais très envie depuis très longtemps de le faire pour le grand public. Donc, pendant 20 ans, j'ai écrit des petits bouts sur l'amour, sur la haine, sur les personnalités toxiques, narcissiques, des petits bouts sur les perversions, etc. Et donc, j'avais les pièces du puzzle. Et il y a 1 an, je me suis dit, il faut transmettre. Allez, fais quelque chose, fais-le vraiment. Et donc, je me suis mis au travail. Et pendant 1 an, j'ai écrit ce livre. J'ai assemblé les pièces du puzzle. Et bon, c'est une étape importante pour moi. Je pense que ça marque un tournant dans ma carrière. Alors, nous, en tout cas, on est ravis que vous ayez eu le temps et le courage de le faire, parce que c'est quand même long, 20 ans pour rassembler toutes ces histoires. Et on est vraiment avec vous dans votre cabinet ou dans l'exercice de votre pratique quotidienne. Et tous les sujets y passent, de la violence aux actes manqués, en passant par les réseaux sociaux et l'attrait par la jeunesse, pour la jeunesse, de la jeunesse, en gros pour ces réseaux. Vraiment, c'est assez large. Enfin, le champ des sujets abordés est très large, et en même temps, c'est ça qui est génial dans le livre, c'est qu'on s'y retrouve. Alors, pas sur tous les sujets, mais il y a beaucoup de choses qui nous parlent forcément, qui font écho, et j'imagine que c'est ça que vous avez voulu faire, nous donner des outils pour nous aider. Exactement. Mais en fait, ça se fait tout seul, parce qu'on a tous un inconscient. Bon, et on a des points communs dans notre inconscient. Les grandes lignes, la grande construction d'une personnalité, elle va être comparable chez chacun d'entre nous. On n'a pas la même personnalité, mais elle se construit avec des éléments qui se ressemblent. Donc, quand on fait par exemple des cours de psy, les étudiants ils disent « Oh là là, mais j'ai cette maladie, mais j'ai celle-là, mais j'ai ça », ils se reconnaissent dans tout. Et ils se reconnaissent hystériques, phobiques, obsessionnels, on a tous des petits tocs, etc. Donc, en fait, on n'a pas toutes les maladies, heureusement, mais on va dire que la maladie en psychiatrie, c'est pas la présence d'un élément, c'est son intensité, son retentissement. Donc, on a tous à minima toute cette petite folie en nous, parce que elles ont servi à nous construire. D'accord ? Donc on a tous ces petites folies, des petites phobies, des angoisses excessives, des petits tocs, des petites paranos, mais petits. Celui qui va avoir une pathologie, c'est celui qui va avoir un de ces éléments de façon très intense, avec un retentissement, on dit fonctionnel et social. C'est-à-dire fonctionnel, c'est un retentissement dans ma vie, j'arrive plus à fonctionner comme il faut, et social, ça va gêner ma vie professionnelle, amicale, amoureuse, etc. Mais donc, par définition, quand on explique l'inconscient, quand on explique les sentiments aux gens, ils se reconnaissent dans beaucoup de choses.
Eh bien oui, surtout vous abordez des thèmes comme le chagrin d'amour, la sexualité, l'homme vieillissant qui trompe sa femme et qui ne comprend pas, qui est pris dans une passion dévorante. Alors c'est des thèmes en général qu'on n'a pas l'habitude comme ça de lire et de trouver des explications tout à fait intéressantes, franchement. Et j'imagine que ça va faire écho à plein de gens. C'est un peu le but. Alors comment vous avez choisi justement ces cas-là ? Vous les avez choisis parce que c'était redondant, c'était des choses qui revenaient souvent dans votre pratique, ou c'est parce que ce sont des choses ou des moments qui vous ont, vous, dans l'exercice de votre profession, profondément marqué? Alors, d'abord, c'est plutôt qu'est-ce qui est redondant ? C'est-à-dire, qu'est-ce que, pendant 20 ans, j'ai beaucoup vu en consultation ? L'homme qui a 40 ans dont je parle, et puis qui fait une grande crise de la quarantaine, et qui redécouvre... Et qui ne le sait pas, c'est ça qui est intéressant, quoi. Et qui ne le sait pas. Qui comprend et qui redécouvre une passion amoureuse avec une jeune femme, la sexualité, c'est des choses qu'on rencontre. Et c'est pas que les autres qui vivent ça. Hein, ou alors des femmes qui sont prises dans une vie très stressante, très ménagère, et puis qui vont à un moment donné... trouver une sorte de crise existentielle. Qu'est-ce que je fais là ? À quoi je sers ? À part être maman, à quoi je sers ? Bon, donc il y a... Il y a aussi beaucoup de jeunes dans le livre. C'est pas simplement pour les quadras. C'est ça qui est aussi intéressant. Des jeunes de 18 ans, des actes manqués incroyables. Je suis obligée de le raconter parce que c'est tellement saisissant, ça paraît tellement impossible. Une jeune fille qui se prépare à passer son concours de médecine et puis qui se trompe de jour, quoi. Alors qu'elle a travaillé pendant 1 an, qu'elle est à fond, qu'elle est brillante. Elle se trompe de jour. Ouais, alors ça, c'est un cas, pour le coup, celui-là, c'était pas redondant, mais c'est un cas qui m'a marqué personnellement. Ah ben, j'imagine. Parce qu'évidemment, moi, j'ai passé mon concours de médecine, ma P1, et j'étais dans un tel état d'angoisse pendant cette P1. J'ai 46 ans, ça m'arrive encore très régulièrement de faire des rêves où je repasse le concours. Pour vous dire la charge anxieuse que ça peut avoir. Et donc, cette jeune fille qui arrive complètement détruite dans mon cabinet, parce qu'elle est arrivée, non pas le mauvais jour et à la mauvaise heure, mais le bon jour à la bonne heure, mais pas à la bonne adresse. Elle a été à la fac au lieu d'aller sur le lieu d'examen. Et au moment où elle se rend compte, parce qu'évidemment, elle est arrivée en avance, qu'elle est en avance, elle fait une sorte de course pour arriver à l'heure, mais quand elle arrive, les portes sont fermées, c'est terminé, elle ne passera pas son concours et elle ne pourra pas être docteur. Et donc ça a été pour elle une crise majeure. Évidemment, à titre personnel, je me suis identifié à elle, mais j'ai cherché à comprendre pourquoi elle avait fait un tel acte manqué. Et donc je raconte dans le livre... Vous dénouez le fil et vous trouvez, c'est ça qui est fou, quoi. Oui, en fait, c'est une jeune fille qui est très amoureuse de son papa, qui est un médecin très sympathique que j'ai rencontré dans les consultations, très séducteur avec ses enfants, etc. Et puis, elle, c'était la petite dernière, les autres n'avaient pas fait médecine, au grand désarroi du père, et le père lui disait, tu vois, la clinique, on la reprendra ensemble, tu seras avec moi. Et elle ne pouvait pas décevoir ce père. Donc, il y a une part de son psychisme, une part de son inconscient qui dit on va faire médecine. D'abord c'est intéressant et puis ça rendra mon père tellement heureux. Mais il y avait une part de son psychisme qui disait mais je veux pas, c'est interminable, c'est 10 ans, je suis pas sûr que ça me passionne. Et elle aimait particulièrement la mode. Et ça vous l'expliquez d'ailleurs très très bien, la lutte qu'on a dans notre cerveau entre, je sais plus comment vous les nommez. Je dis que notre inconscient c'est une sorte d'assemblée nationale. Exact, voilà. Et qu'on a des sortes de députés dans notre tête et qu'il y a un rapport de force. Donc chez cette jeune femme, elle était dans une sorte de 50-50 inconscient pour faire médecine. Mais consciemment, elle disait, moi je veux faire médecine, j'ai bossé le concours, c'est pour réussir. Mais elle n'osait pas assumer la part d'elle qui n'avait pas envie et qui voulait décevoir le père et faire autre chose. Et donc, elle a bossé pour se déculpabiliser et faire tout ce qu'elle devait faire comme gentille fille de son père. Elle a bossé sa P1 énormément, elle était prête à la réussir. Et son inconscient lui a fait un croche-pied. Il lui a fait intervertir l'adresse. Et donc, elle s'est rendue au mauvais endroit. Et ce qui était très frappant dans la première consultation, c'est qu'elle n'arrêtait pas de me dire « mais je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas ». Son inconscient me disait « il y a quelque chose à comprendre ».
Et donc, c'est ça l'interprétation en psychanalyse. Ouais, c'est très puissant et vraiment, on vous suit dans votre enquête. C'est un peu une enquête, en fait, franchement, parce que vous déroulez à chaque situation le fil correspondant à l'histoire. Alors, il y a plein de choses. J'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de, on va dire, cette mode aujourd'hui des coachs qui fleurissent, des coachs de vie, de la pensée positive. Alors là, dans votre livre, on est loin de ça, parce que tout n'est pas forcément merveilleux dans la vie. On a des moments un peu difficiles à passer. Alors, vous vous inscrivez en faux par rapport à tout ça? Ouais. Bon, il y a des bonnes choses dans le coaching, parce qu'on peut aider les gens et on va... Une sorte de coach, c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous conseille et qui vous motive, etc. On peut avoir besoin de ça. Mais ça peut pas être un soin quand on va pas bien. On a tous fait l'expérience, quand on est déprimé ou angoissé, de pas réussir à se raisonner. On sait qu'il faudrait qu'on mange bien, qu'on dorme bien, qu'on fasse du sport, qu'on se lève à l'heure. On le sait, on connaît toutes ces conseils de coaching, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et donc, à un moment donné, c'est pas une question de volonté. Le coaching à outrance, il laisse penser que c'est une affaire de pure confiance en soi. D'habitude ou de volonté. Et ça voudrait dire que celui qui n'y arrive pas, c'est parce qu'il aurait un esprit faible. Et c'est absolument faux. Notre inconscient, il peut nous bloquer sur des choses. Je donne souvent un exemple un peu caricatural. Je dis, je peux être général de l'armée israélienne, extrêmement courageux, avoir fait des choses incroyables, et avoir une phobie des mouches. Alors quoi, il n'est pas courageux, il sait bien que les mouches, c'est pas dangereux. Mais il va avoir une phobie des mouches. Et le sens, il est dans son inconscient. Alors lui dire, mon grand, tu sais bien que c'est pas dangereux, une mouche. Il le sait, c'est pas la question. Ou quand les gens font des dépressions, ils entendent tout le temps autour d'eux des gens qui les aiment et qui vont essayer de les raisonner. Ils vont leur dire, mais écoute, regarde, t'es en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé, tout va bien. Regarde, il y a des gens qui vont pas bien. Alors, ils essayent de leur faire voir le positif, mais le patient, il est au courant. Il sait bien, mais il sent plus la force en lui. Il y a quelque chose qui s'est abîmé. Il sait pas ce que c'est. Et donc, quand nous, on essaye de lui dire, mais regarde, tout va bien, allez, bouge-toi un peu, etc. Ben, en vérité, ce qu'on lui renvoie, c'est de la culpabilité. Il se dit, non seulement je suis déprimé, mais en plus, je suis un naze. Parce que si j'étais quelqu'un de fort, je devrais faire ce qu'il me dit. Et on est à ce moment-là complètement seul dans sa dépression. Les gens ne comprennent pas du tout. Et nous-mêmes, on ne se comprend pas. Et la psychanalyse, c'est essayer de comprendre le sens de ce qui nous arrive. Si tu fais une dépression, ça a un sens. Vous voyez, c'est pas parce que tu n'as pas mangé sainement et que tu n'as pas fait de sport. Ça a des sens plus profonds, bien évidemment. Sûr. Ouais. Donc c'est tout ça qui est abordé dans ce livre. C'est vrai que ça donne des clés vraiment par rapport à notre propre vie, mais par rapport aussi aux gens qui nous entourent. Ça nous donne envie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été vraiment très, très, très charmée par ce livre. Alors, vous parlez aussi, vous racontez des histoires. J'imagine que celle-ci vous est vraiment arrivée. Vous allez peut-être nous raconter comment. Vous êtes confronté à l'antisémitisme, on va dire, dans sa simplicité la plus crue, on va dire. Oui. C'était où? J'imagine que ça vous est vraiment arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des patients de profils très différents. Ce que je raconte dans le livre, c'est quand j'étais chef de clinique dans un hôpital de jour pour enfants malades. Donc, c'est des enfants qui ont des gros troubles psychiatriques, qui sont ce qu'on appelle des états limites, des petits psychopathes, ou alors autistes ou psychotiques, donc des enfants qui ont des troubles psychiques et donc c'était dans un quartier un peu défavorisé à Paris. Et bon, c'était un petit jeune homme d'origine maghrébine qui vivait seul avec sa mère dans une cité et qui ramenait toujours en consultation, quand je le voyais, tous les propos de la cité. Il me racontait des trucs, il me tenait informé de tout ce qui se passait sur YouTube et sur les réseaux sociaux, etc. Et un jour, il a dû entendre sa mère dire que le psychiatre était juif. Et donc, il me dit « T'es juif, docteur Lara ?» Alors, je lui dis « Oui, pourquoi ?» Il me dit « C'est pas bon, ça. » Et en fait, il avait jamais vu un juif. Il me dit « Mais je savais pas que c'était comme ça. Mais vous buvez le sang des Palestiniens, vous faites du pain avec. » Et c'était très frappant, cet antisémitisme, comme ça, de banlieue, très cru, d'un jeune enfant de 12 ans. Et tout ça, c'est ce qu'il entendait dans la rue. Et il avait absolument aucun filtre, aucune capacité à questionner ça.
Et c'était pas juste lié à sa pathologie, il était psychopathe, il était intelligent, il était sur la route de la psychopathie, c'est-à-dire de la violence, mais il n'était pas fou du tout. Mais ça l'intéressait pas de questionner ces choses-là. Parce que tous les grands disaient ça, et donc être d'accord, c'était faire partie du groupe. Ça faisait partie de son identité d'être contre les petits feuges qui auraient de l'argent et qui réussiraient. Et en plus, cette vision qu'il avait des Juifs, et qu'on voit beaucoup dans les banlieues chez les jeunes, c'est que les Juifs réussissent. Et eux, ces jeunes de banlieue, ils savent qu'ils ne réussissent pas. Même s'ils ont des espoirs, ils savent qu'ils zonent en bas de la rue, que rien de bien ne va arriver. Et donc, ça développe chez eux un complexe. Et pour ne pas se sentir inférieur à ces petits Juifs, eh ben, ils les agressent. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir sur eux physiquement. Ils les frappent, ils les humilient, ils leur font peur, ils savent que physiquement, ils vont les dominer. Et donc, ça calme leurs blessures d'amour-propre profondes. Parce que profondément, mais ils le refoulent dans leur inconscient, profondément, ils savent qu'ils seront dominés dans la vie par ces jeunes enfants du quartier, pourtant, mais qui vont à l'école, mais qui sont plus sérieux, mais qui ont des parents qui leur mettent la pression pour rester scolaires et qui vont avoir des métiers et sortir du quartier. Et donc, c'est aussi une grille de lecture très intéressante par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'on a vu malheureusement ces derniers temps, tout ce qui s'est passé, tous les actes antisémites qui se sont passés en France. C'est vrai que c'est important de comprendre un truc en psychanalyse. Le caractère est le négatif de la personnalité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire le caractère, c'est ce que je montre aux autres. Et c'est souvent un mécanisme de défense face aux failles de ma personnalité. Je donne un exemple. Je dis, c'est comme si j'ai un château très précieux mais très fragile. Je vais mettre des murailles énormes, très impressionnantes, parce que j'ai peur qu'on casse mon château et qu'il tombe en ruine. C'est-à-dire, plus j'ai l'impression d'être fragile, plus je mets des murailles très impressionnantes. Et par exemple, ces jeunes petites racailles de banlieue, ils sont là, ils ont peur de rien, ils trempent dedans, ils parlent mal, ils disent qu'est-ce qui va se passer, hein ? Et donc ils montrent comme ça un caractère très fort, mais en vérité, quand on travaille avec eux en thérapie, ils ont une fragilité interne énorme, et ils sont tellement fragiles qu'ils n'osent même pas s'en rendre compte. C'est déjà la preuve d'une certaine puissance intellectuelle de pouvoir se dire « je vais pas très bien, je suis déprimé, je rate des choses ». Souvent, ces jeunes, ils disent pas « je rate des choses », ils disent « c'est les autres qui m'ont fait rater. Si moi, on me laissait, je ferais des merveilles ». C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter d'avoir une faille en plus, tellement ils en ont déjà. Et donc, ils vont se montrer comme ça très violents, très agressifs. C'est une façon pour eux de se sentir puissants. Ils sont castrés, on dit en psychanalyse, et donc ils vont lutter contre la castration en étant une sorte de viril comme ça, un peu préhistorique, archaïque. Bon, alors vraiment, on le voit dans cette interview, il y a beaucoup de thèmes abordés. Évidemment, vous parlez du sexe, vous parlez des pulsions, vous parlez de l'amour, des chagrins d'amour, vraiment beaucoup de choses qui nous touchent, forcément. C'était voulu, ça aussi ? En fait, comme je vous disais, c'est les sujets récurrents de la consultation, que je suis pédopsychiatre, donc je vois beaucoup d'enfants, je vois aussi des adultes en analyse, et on voit bien que c'est les grands thèmes qui vont bouger nos vies à chacun. Hein, c'est les grands nœuds. Si on va fouiller dans la sexualité de chacun, on va trouver des angoisses, des excitations particulières. Si on va fouiller dans l'amour-propre de chacun, on va trouver des complexes, on va trouver des fantasmes mégalomanes, hystériques, de grands succès. Chez chacun d'entre nous, on va trouver ces choses-là. Et donc, c'est ça dont je voulais parler. Je voulais mettre à la disposition des gens des façons de comprendre ce qui se passe en eux, des façons de lire, d'être eux-mêmes enquêteurs de ce qui se passe dans leur inconscient. C'était ça mon projet. Et vous pensez qu'à la lecture de ce livre, c'est possible ? C'est-à-dire que ça peut nous éveiller à essayer de mieux nous comprendre ? J'espère, vraiment, j'espère. J'ai mon expérience de psy, alors bien sûr, toutes ces explications, je les ai données en conférence, je les ai données en consultation. J'espère que ça a aidé beaucoup de gens. Et j'ai eu envie de transmettre ça à ceux que ça intéresse, parce que il n'y a pas trop de livres comme ça, en fait. Je ne veux pas que ça paraisse prétentieux. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de livres de psy qui sont des techniques pour aller bien. Hein, faites comme ci, faites comme ça, méditez, etc. Je ne vais pas mentir, je trouve que c'est une certaine pauvreté intellectuelle. C'est pas mal, c'est sympa, c'est un adjuvant.
mais ça peut pas aider les douleurs profondes qu'on a. C'est pour ça que vous avez choisi de partir de cas pratiques, de cas existants, concrets. Oui, je crois que quand on raconte une histoire, l'histoire, elle permet de mieux comprendre les choses pour plusieurs raisons. Et une raison qui est rigolote, c'est que si vous me racontez une histoire qui parle d'un défaut que j'ai, mais vous partez de quelqu'un d'autre, je vais accepter de voir chez lui le défaut plus facilement que je le verrai chez moi. Vous voyez, quand nos enfants, ils font des colères, etc., si on leur parle directement, ils vont pas trop nous écouter. Mais si on leur raconte quand nous, on était petits, les colères qu'on faisait, ça les éclate. Ils nous disent « Ah, redis-moi les bêtises que tu faisais quand tu étais petit, ou que ton frère y faisait, etc. » Parce que du coup, ils comprennent des choses qui leur sont propres, mais c'est pas eux, c'est pas vexant. Et donc, les histoires, c'est un média fantastique pour chacun d'entre nous. On adore les histoires aussi parce qu'elles nous parlent, parce qu'elles viennent nous raconter quelque chose de notre histoire à nous. Et c'est plus accessible, je pense. Alors, vous terminez le livre d'une façon très touchante et extrêmement personnelle. C'est encore une autre facette de vous qu'on découvre à la toute fin de l'ouvrage. Vous parlez d'un Ruben à qui on a l'impression que vous dédiez un peu ce livre. C'est apparemment quelqu'un de très proche de vous. Ouais, Ruben, c'est mon frère de cœur, c'est mon meilleur ami, c'est avec lui que j'ai fait toute ma médecine et toute la psychiatrie. C'est ses parents qui sont 2 grands psychanalystes français qui nous ont beaucoup formés, en plus de nos stages. On a fait ensemble l'ouverture de la Maison de Solène, on avait le professeur Ruffo comme supérieur, etc. Et donc on travaillait, on apprenait, on débriefait tout le temps, on était passionnés. Et puis le dimanche, on allait prendre le café chez ses parents et on leur posait 1000 questions. Et bon, et puis c'est devenu comme mon frère, il s'est marié avec ma cousine, etc. Et malheureusement, il y a 6 ans, 1 an avant mon alia était aussi lié à ce drame, il est décédé d'un cancer. Et Ruben, c'était quelqu'un de brillant, vraiment, intellectuellement, et qui avait un don pour raconter la psychanalyse, pour l'amener aux gens. Il me l'a amené. Moi, j'étais petit juif marocain qui aime le PSG. Et la psychanalyse, pour moi, ça voulait rien dire. Et quand j'ai fait médecine beaucoup pour faire plaisir à ma maman. Et je voulais peut-être faire cardio, médecine du sport. J'avais pas trop réfléchi. Ou pédiatre parce que j'adorais les enfants. Et puis, finalement, pendant ma médecine, je me suis rendu compte que les gens, ils étaient malades. Et que c'était triste, en fait, la pédiatrie, par exemple. Alors que dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire pédiatrie. Et puis quand j'arrive à Necker pour mon premier stage, je suis bouleversé. Et ça m'arrive de sortir de chambre et d'aller pleurer. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir faire ce métier, en fait. Je me suis trompé. Et donc, j'erre comme ça, je fais plusieurs services. Et Ruben, dans les discussions, il me parle de la psychanalyse, parce que ses parents sont psychanalystes. Et il m'a amené ça. Il m'a offert ça, et ça a changé ma vie, cette rencontre, à plus d'un titre. Et donc, j'avais envie de transmettre aux gens ce que Ruben aussi m'avait transmis. Et voilà, après, Ruben, c'est quelqu'un à qui je pense tous les jours. Je travaille avec lui dans ma tête. Il était très fin psychanalyste, et chacun, on a nos grilles de lecture. Vous savez, parfois, on travaille bien avec un psychiatre, et puis il y a d'autres patients qui viennent et qui ne fitent pas avec moi, parce que j'ai peut-être pas l'approche qui leur convient à eux. On ne colle pas ensemble. Et du coup, parfois, je vais chercher les approches qu'avait Ruben. Ruben interprétait beaucoup les attitudes qu'avaient les patients vis-à-vis de lui. C'est ce qu'on appelle le transfert. Et il leur disait, mais pourquoi vous me parlez comme ça ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous me dites ça ? C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé et quel sens ça a ? Et Ruben était beaucoup dans « regardez votre réaction, elle témoigne de quelque chose ». Alors parfois, quand je suis un peu bloqué dans une thérapie ou dans une séance, je l'accapare. Ok. Bon, en tout cas, on était ravis de vous accueillir vraiment. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'espère qu'on aura donné envie aux gens d'acheter votre livre. D'ailleurs, on l'achète sur Amazon, j'imagine. Ouais, sur Amazon, la Fnac, Librinova. C'est sur toutes les plateformes. Donc, je rappelle le titre « Les secrets de nos inconscients », de Michael Larare. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et vous revenez, évidemment, quand vous voulez. Avec plaisir. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.